Bonjour. Oh, bonjour, vous êtes là. Je suis désolée, je vous ai même pas ouvert. Je me suis permise d'entrer. Ben, vous avez bien fait. Posez vos affaires. Merci. Je suis un peu en retard. Je suis toujours un peu en retard. Il n'y a pas de problème. On va aller s'installer. Je nous ai fait un peu de thé. Ouais, très bien. Asseyez-vous. Alors, je suis ravie de vous rencontrer. J'ai pour habitude de commencer toutes mes interviews par la même question. La question étant, est-ce que vous allez bien? Ça va. Alors, je vais commencer tout bêtement, en essayant d'en savoir un peu plus sur vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur finalement le contexte familial? Ah, le côté arrivé par accident. Voilà. Non, j'étais pas prévue au programme. Voilà. Il y avait un contexte financier aussi pas très évident à ce moment-là, mais voilà, mon père a dû travailler. Il s'est mis à faire du doublage de films, ce qui lui a fait gagner beaucoup plus d'argent qu'avant. Et voilà, et ma mère a continué à donner des cours de danse. Alors, je me suis un peu renseignée, j'ai mené ma petite enquête. Alors, j'ai appris que votre père aimait bien prendre la caméra, vous filmer un peu comme ça, plein d'occasions, un peu tout le temps, comme ça. Mais il aime bien ça. C'est-à-dire que maintenant, il prend des photos, dès qu'il y a le moindre événement familial, il aime bien. Donc j'ai pas mal de vidéos de moi petite avec mon petit frère. Et puis voilà, et puis je passais mon temps à me déguiser en princesse, en danseuse. Et j'avais déjà une conscience de la caméra plutôt assidue. Puis j'avais un côté très petit chef aussi. Dans les anniversaires, tous les trucs, il fallait toujours que j'organise quelque chose. En général, ça me gonflait de jouer à la poupée, donc je montais des petites pièces de théâtre. Il fallait que tout le monde fasse ce que je dis. Après, il fallait applaudir à la fin du spectacle. Voilà. Donc j'avais écrit le spectacle, je jouais dedans, je l'avais un peu mis en scène. Mais en voyant les vidéos, je me rends compte vraiment de l'éducation incroyable de mes parents. C'est-à-dire, ils ont réussi à trouver des mélanges à chaque fois assez parfaits de nous laisser libres de beaucoup de choses sans que ce soit n'importe quoi. J'ai l'impression qu'on était des enfants avec beaucoup de respect. Ça dansait, ça chantait, c'était un milieu artistique, donc on a baigné vachement là-dedans. Ça faisait des surprises tout le temps. Donc j'ai un souvenir de toute façon très heureux, mais c'est pas pour rien que je suis là, quoi. J'ai l'impression que vous faites tout très vite et très tôt. Quoi d'autre, par exemple? Mon métier, pour le coup. Très vite. 14 ans, mon premier film. Vous allez me haïr. Je vais vous demander de me raconter l'anecdote avec Depardieu. Comment ça s'est passé? J'accompagnais ma meilleure amie de l'époque sur le tournage d'Astérix et Obélix parce que son père était chef machinot. Voilà. Et comme le but c'était absolument pas de se vendre ou de se faire remarquer, on s'était vraiment mis à bien 20-25 mètres du plateau, quoi. Voilà. Puis à un moment où j'ai vu Obélix arriver droit sur nous, donc Depardieu. Et voilà, il s'est approché, puis on avait un bois derrière, donc moi je pensais qu'il allait faire une pause pipi. Je me demandais, avec le costume, ça allait pas être très pratique. Et voilà, il s'est planté devant nous et il m'a demandé si je voulais faire du cinéma. Voilà, ce à quoi j'ai répondu, pourquoi pas. Et voilà, et puis une semaine après, on m'a appelé, j'ai passé des essais. Mon père m'a accompagnée aux essais et je suis arrivée au casting et j'ai fait là pour le coup, le track quand même. Premier casting de ma vie. Et j'ai chopé un fou rire nerveux, je pouvais plus m'arrêter. Donc je suis ressortie du casting en disant à mon père, tu vois, je suis pas faite pour ce métier, je suis incapable de me concentrer. Ils m'ont rappelé pour m'annoncer que je faisais le film. Voilà. Et s'il n'y avait pas eu Depardieu Obélix, vous seriez comédienne aujourd'hui? Je sais, ça se trouve, j'en serais au même point aujourd'hui, mais en tout cas, il a décidé à ma place à un moment où je comptais pas spécialement faire en sorte d'être comédienne. On peut dire que vous êtes un peu une autodidacte?
J'ai jamais pris de cours. C'est lui qui m'a dit. Ce qui m'a donné 3 grandes règles. Ne jamais apprendre son texte, ne jamais prendre de cours de théâtre et ne jamais avoir peur du ridicule. À part la dernière règle, je les applique très assidûment. Assidûment, on dit. Oui, assidûment, c'est mieux. Je reprends cette phrase. Allez. Donc à part la dernière règle du ridicule, voilà, j'applique les 2 premières. Il paraît que quand vous avez une idée en tête, vous ne la lâchez pas. Je suis très têtue. Ça doit être épuisant en fait au quotidien. Non, il y a un côté comme ça, à être persuadée d'avoir raison sur plein de choses et donc du coup très vexée si je me rends compte que j'ai tort. Dans la vie de tous les jours, est-ce que vous avez plutôt confiance en vous? Mes parents, dans leurs 2 carrières respectives, ont été beaucoup paralysés par le trac. Voilà. Ils avaient beaucoup de talent chacun, et ils ont eu beaucoup de chance à des moments qu'ils n'ont pas su saisir à cause de ça. Donc je pense que, sans le vouloir, j'ai pris une espèce de relais par rapport à ça, en me disant que je serais jamais impressionnée par quoi que ce soit et qui que ce soit. Voilà. Alors, on va essayer de parler un peu de vous par rapport à votre métier d'actrice. Sur un plateau, comment ça se passe cette confiance? On a le rapport avec le trac. Ça m'intéresse. Oui, très vite, je me suis sentie très à l'aise en fait sur un plateau. Je suis jamais angoissée. Les angoisses, elles viennent ailleurs, mais il n'y a pas ce côté la voix blanche, avoir un peu le trac, oublier son texte par nervosité. Et ça veut dire que ça laisse un peu une liberté agréable de lâcher prise aussi, vachement. Et alors là, 2016, c'est quand même incroyable. C'est la consécration. Il y a ce César du meilleur espoir féminin. Qu'est-ce qu'on peut ressentir à ce moment-là de bouleversant, j'imagine? Non, c'est un moment très difficile à décrire parce que ce qu'on ressent à ce moment-là, je n'ai pas encore trouvé les bons mots, mais on entend son nom puis on a l'impression qu'on s'appelle pas comme ça. On n'a pas l'impression que c'est soi, c'est ça que vous dites? C'est intéressant. On entend Mélanie Laurent, puis on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Tellement ça paraît... Je sais pas, c'est pas très clair comme... Mais moi, je suis très, très ultra sensible, donc j'étais persuadée que si jamais je devais dire quelque chose, j'y arriverais jamais. Donc j'étais très étonnée moi-même d'arriver à parler. Bon, après, je suis entrée dans les coulisses, j'ai fondu en larmes, mais il y a un truc comme ça qui est allé tout droit, tout seul, alors que c'était que de l'émotion et que j'aurais pu complètement déraper dans autre chose. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des méthodes de travail? Non, moi je pars du principe que chacun a sa méthode. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode. C'est ce que je pense. Pas besoin de me poser des questions. Je me demande juste ce que mon personnage est en train de vivre à ce moment-là. Voilà. S'il y a une scène de larmes, je supporte pas le côté on fait un grand silence pour la comédienne. Ça m'angoisse par exemple. Je pourrais pas. Moi j'ai besoin de me concentrer quand il y a du bruit, quand les gens se marrent, même si au final c'est une scène de larmes. On se sert de ce qui se passe. Vous vous servez de souvenirs, de quelque chose d'ancré en vous, ou c'est le personnage? En fait, les premiers tournages que j'ai faits où j'ai été confrontée aux fameuses premières scènes de larmes et d'émotions et tout ça, j'y arrivais pas. Voilà, il n'y avait pas de technique, j'étais un peu perdue là-dedans. Donc il y a cette fameuse méthode tellement belle des réalisateurs qui vous poussent à bout pour qu'on ait des vraies larmes. Et donc je me suis promis que ça se passerait plus comme ça. Donc après il a fallu trouver un autre moyen. Puis j'ai fait un tournage où j'avais une scène de larmes un peu tous les 2 jours. Donc là il a fallu trouver une méthode. Et je me suis rendu compte que la seule méthode qui me convenait, c'était de n'être que le personnage à ce moment-là et de ne penser qu'est-ce qu'il est en train de vivre. Donc on peut dire que vous devenez à ce moment-là le personnage. Je deviens le personnage au moment où je joue. Je suis que le personnage. Après, j'apporte obligatoirement ce que je suis, mais ne serait-ce que par l'enveloppe physique. Ah ouais, évidemment. Oui, parce qu'il n'y a pas de schizophrénie là-dedans. C'est... Non. J'ai bien défini le moteur et le coupé. Je veux pas avoir pleuré parce que c'est moi qui pleure et pas le personnage. Je veux que ce soit que le personnage qui, à ce moment-là, soit triste et pas moi. C'est... Je sais pas ce que c'est comme méthode. C'est peut-être, la plus instinctive, en fait. Alors, est-ce que c'est vrai que vous écrivez tout le temps? Ouais, j'écris tout le temps, ouais. Depuis toujours. Moi aussi, hein. J'ai des cahiers tout le temps dans mon sac.
Et la dernière chose que vous ayez écrite? La dernière chose, je travaille sur mon long métrage, donc la dernière chose, c'est le séquencier. Voilà. Après, il y a eu... j'ai écrit 30 chansons à un moment donné, je sais pas pourquoi, d'un coup, tout est sorti. J'ai écrit une pièce de théâtre. J'ai écrit 4 longs métrages qui sont dans les tiroirs. J'ai écrit beaucoup de courts métrages. J'ai commencé vaguement un roman, des nouvelles, enfin c'est... Carrément. Ça, pour le coup, il y a un côté de nécessité, mais juste moi par rapport à moi. Très bien. Quand on est acteur, on offre des choses de soi au service d'un personnage qui lui-même est au service d'un réalisateur. Il y a une partie de nous qui nous échappe. Un réalisateur voit des choses de nous qu'on voit pas soi-même. Quand on écrit, c'est son imaginaire qu'on pose sur un papier. Et tant qu'on fait pas lire, ça nous appartient que à nous. Vous chantez, vous écrivez. Un petit peu hyperactive un peu quand même. En tout cas, je m'ennuie très rarement. Je sais pas exactement pourquoi on est comme ça. Ça, c'est quelque chose d'intrinsèque, donc... Et l'angoisse du temps, vous la ressentez déjà? Je perds pas de temps là-dedans, mais il y a un moment où... Il y a une année qui s'est écoulée, et on n'a fait que tourner. Voilà. Et donc, ma pièce n'a pas avancé, donc mon court-métrage, j'ai dû le faire vite, donc... Où en est mon long-métrage, où en est mon album, tout ça, ça passe trop vite, et il y a un moment donné, ça m'angoisse. Et là, pour finir, je vais aller loin. C'est important pour vous d'être aimé? Mais oui, c'est pas du tout logique. J'ai l'impression que plus on a eu d'amour et plus il en faut après. Parce qu'après on est perdu, on comprend pas. J'ai été aimée naturellement et tellement de manière facile et évidente que quand je me suis confrontée à des gens qui m'aimaient pas, alors là, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Alors, je ne vous laisse pas tout de suite repartir. J'ai une dernière petite chose à faire avec vous, c'est le questionnaire du tac au tac. Je vous pose une question du tac au tac, vous me répondez. Tac! Vous entendez moteur, un mot qui résume votre état. C'est parti. Tac! Si vous deviez vous résumer en 3 mots. Complexe, sensible, ultra. Qui va avec ultra complexe et ultra sensible. L'émotion au cinéma que vous adorez jouer. La tristesse quand elle est bien écrite. Celle qui vous est le plus difficile, tac. Le comique. Le plus beau rôle à venir. Une rockstar. Un peu grunge. Vous savez pourquoi vous jouez? Non. Si vous étiez quelqu'un d'autre, vous seriez qui? Jacques Brel. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. Votre état d'esprit du moment. Perdu. Perdu, mon petit chaton, quel dommage. En tout cas, moi, égoïstement, j'ai passé un très bon moment. J'ai beaucoup ri, comme vous avez pu vous en apercevoir. Et en même temps, on ne rit pas assez. Et merci, Mélanie Laurent. Merci. Merci. Merci à vous.